Bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition, l'unique élevage de moules perlières de France, et il se trouve dans le Finistère à Brasparts. Visite guidée dans un instant. Pour faire face aux marées noires, gendarmes, pompiers et autorités maritimes s'entraînent fréquemment sur nos côtes, et c'était le cas ces jours-ci dans les Côtes d'Armor, près de Lannion. Et puis du sport, retour sur le match de foot qui a opposé Brest à Laval. Le Stade brestois s'est incliné mardi soir. Bienvenue dans cette édition du mercredi 25 septembre 2013. On débute cette édition avec ce logo, celui d'Air Méditerranée. La compagnie aérienne française a annoncé ce mercredi son implantation sur l'aéroport de Brest. Dès le 23 décembre, elle va proposer des vols vers Dakar au Sénégal et Tenerife dans les îles Canaries. Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de la compagnie. La formation cyberdéfense, une première en France, et c'est l'Université de Bretagne Sud à Vannes qui l'accueille. Depuis début septembre, 26 élèves ont intégré cette formation, un enseignement en 3 ans qui s'intéresse principalement à la sécurité industrielle. On écoute Charles Préau, le directeur de cette école d'ingénieurs en cyberdéfense, au micro de TB Sud. Pendant 6 mois, nous avons travaillé avec 40 partenaires pour élaborer ce programme et le référentiel de compétences, d'abord à partir de leurs besoins propres. On a évalué le besoin à 1000 ingénieurs par an. Et c'est sur la base de cette évaluation et des besoins spécifiques des métiers des entreprises qu'on a construit le référentiel de compétences et la maquette pédagogique. Mais non, il n'y a aucun souci pour les débouchés puisque tous les étudiants que nous avons recrutés cette année, on en a recruté 26 sur 200 candidats après une sélection très musclée, tous sont en contrat d'apprentissage, donc en alternance, 1 mois en entreprise, 1 mois en école, et on sait qu'avec les contrats d'apprentissage, le taux d'employabilité à terme est extrêmement fort, il est proche de 100%. Et une autre première en France, cette fois-ci en Finistère, un élevage de moules perlières. Il se trouve à Brasparts, au cœur des Monts d'Arrée. La moule perlière est un mollusque en voie d'extinction qui fabrique des perles, mais dans l'eau douce. Quelques centaines d'individus vivent désormais dans les rivières bretonnes. Frédéric Lorenzon est allé à leur découverte. Quelques rivières normandes, mais aussi bretonnes, comme ici sur l'Ailèze, au cœur des Monts d'Arrée, abritent un drôle de mollusque, Margaritifera, plus communément appelé mulette. C'est une moule, tout à fait. C'est un bivalve, donc 2 coquilles, qui vit en fait enfouie dans le sable. Donc c'est une espèce qui est maintenant en danger pratiquement d'extinction en Bretagne, parce qu'il n'y a plus que 3 rivières avec des populations supérieures à 200 individus en Bretagne. Si la mulette est en danger d'extinction, c'est parce qu'entre ces coquilles se trouve parfois un trésor. On a des témoignages sur plusieurs rivières dans le Finistère où il y avait un certain nombre de pêcheurs de perles qui détruisaient des quantités importantes de mulettes pour trouver quelques perles. Si la mulette est devenue rare, c'est aussi parce que son cycle de reproduction est très complexe et nécessite l'intervention de la truite ou du saumon. Dans cette pisciculture à Brasparts, on élève donc des truites fario spécialement pour les mulettes. Les moules ont besoin du poisson pour pouvoir survivre pendant la première année de leur vie. Elles se fixent spécifiquement dans les branchies du poisson. Dès qu'elles rentrent en contact avec la branchie, elles se referment dessus pour y vivre presque 1 an. Ici, on élève donc des larves de mulettes et on peut dire que le mollusque d'eau douce n'est pas du genre très pressé. Là, elles ont 15 mois. Une fois qu'elle a quitté la branchie, la mulette va s'enfoncer dans le fond de la rivière, mais il lui faudra encore quelques années pour être prête à se reproduire. Elles seront matures à leur tour seulement 12 à 20 années plus tard. Donc ça, c'est une moule qui a au moins 70-80 ans. En réalité, il y a seulement un individu sur 1000 qui va faire une perle. L'objectif du programme LIFE est donc bien de sauvegarder l'espèce, plus que de récolter un trésor. Comment réagir en cas de pollution marine? C'est le sujet de l'exercice Grandeur Nature qui se déroule depuis mardi à Lannion. Plus d'une centaine de personnes se sont entraînées au plan Paul Marter, un plan d'intervention déclenché en cas de pollution marine accidentelle. Karine Andouche d'Armor TV fait le point. Pour cet exercice, le scénario est simple. Une pollution aux hydrocarbures menace l'estuaire du Léguerre. Pour le protéger, un plan Paul Marter est déclenché. Première étape,
mettre en place un barrage chargé de contenir la pollution. C'est nécessaire parce que ça nous permet de former les équipes, ça nous permet de les exercer et ça permet surtout un travail en commun. Vous avez pu voir sur le site les services de l'État, les collectivités territoriales, ça nous permet de travailler main dans la main et de pouvoir acquérir des réflexes. Réflexes qui pourront faire gagner du temps en cas de réelle pollution. L'exercice permet aussi de valider l'emplacement des barrages. Impossible en effet de protéger tout le littoral. Il faut choisir des endroits clés. Tout de suite, le plan étant validé, on sait exactement, nous avons les coordonnées GPS des points intermédiaires sur le barrage, nous avons des ancrages mis en place, donc sous 3 ou 4 jours, il est possible de mettre en place le barrage. Donc il sera mis ici en priorité. Le barrage va rester sur place toute la nuit. Une façon de tester en temps réel ses réactions face au courant, aux marées. Et évidemment, si cette nuit il part dans les décors, on aura des choses à voir pour le modifier. Mais normalement, il devrait être validé. Réponse demain matin donc. En attendant, les systèmes de prélèvement et de stockage des hydrocarbures vont aussi être testés, comme tous les aspects d'un réel accident. Tout envisagé pour mieux protéger le littoral et permettre ici de préserver l'estuaire du Léguer. Relier Plymouth à Roscoff en petit catamaran de sport et en moins de 7h42, c'est le défi que se sont lancés 2 skippers finistériens. Départ prévu vendredi matin de Plymouth et en attendant de traverser la Manche, ils s'entraînent près de Loctudy où Pauline Ferco les a rencontrés. L'un pratique la course au large sur de gros bateaux. L'autre régate sur des petits catamarans près des côtes. De leur rencontre est né un projet groupant leurs 2 passions, relier Plymouth à Roscoff pour pulvériser le record de la Manche en catamaran de sport, détenu jusqu'ici par Yvan Brenon et Karine Baillet. On va super vite par rapport à des bateaux normaux, donc au final, on parcourt des distances folles, on voit un paysage incroyable comme ici, et on prend du plaisir à chaque instant. C'est comme faire du karting avec un bateau. Ouais, sans circuit quoi. Voilà, circuit large quoi. Une traversée de la Manche sur un bateau de 5,50 m ne se fait pas à la légère. Les risques doivent être bien anticipés. Il y a tous les rails de navigation à traverser et on a mis en place par contre des procédures de sécurité si nous arrivait quelque chose, soit avec des bateaux qui sont sur l'eau et qui savent qu'on va partir tel jour, ou alors également des smérigides qui seront prêts à intervenir. Ces jours-ci, l'heure est à l'entraînement sur leur plan d'eau favori, celui de Loctudy, en attendant une fenêtre météo idéale. Ce qui serait bien, c'est 15 nœuds de vent, 15-20 nœuds, et puis un secteur où le vent soit est, soit ouest, travers au vent en fait, et c'est là où le bateau est le plus performant. Une fois la Manche traversée, en moins de 7h42, les 2 skippers prévoient déjà de s'attaquer à la Méditerranée en reliant Marseille à Carthage. 2-1, c'est sur ce score que le Stade brestois s'est incliné face à Laval mardi soir. À l'extérieur, les joueurs d'Alex Dupont n'ont pas su s'imposer. Une défaite qui fait descendre le Stade brestois à la 8e place du classement de Ligue 2. Retour sur cette rencontre. À trop reculer, on finit par s'exposer. Mardi soir face à Laval, Brest est vite tombé dans un faux rythme. Résultat, Laval ouvre le score dès la 22e minute par l'intermédiaire de Bekamenga. 1-0, c'est le score à la pause. Alex Dupont a certainement remobilisé ses troupes dans le vestiaire. Les Tlisef s'appliquent et finissent par trouver le chemin défilé à la 55e minute. Nicolas Verdier reprend un centre de Le Soimier et trompe d'un lobe le gardien mayennais. Quelques minutes plus tard, Le Soimier sort sur blessure. Il est remplacé par Pandore qui manque une grosse occasion de revenir au score à la 60e minute. Cela va profiter à Laval. À la 70e, Benjemia, centre de la gauche pour Babi. L'attaquant mayennais profite d'un plongeon trop court d'Alexis Thébault pour inscrire le 2e but lavallois. Les Brestois ne reviendront pas. Laval remporte ce match 2-1. On ne peut pas espérer gagner quand on n'a pas les ingrédients. Mais ça arrive dans une saison. C'est dommage parce qu'on sort d'une bonne série de bons matchs. Là, on est tombé sur une équipe aussi de Laval athlétique qui a mis beaucoup d'engagement et je pense qu'on a fait défaut à ce niveau-là. Mais bon, tout n'est pas à remettre en cause, au contraire, il faut rebondir dès vendredi.
Avec cette défaite, Brest redescend à la 8e place, mais les Bretons ont le droit à une session de rattrapage. Rendez-vous vendredi à 20h contre Créteil au stade Francis Leblay. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO et à demain.